Bienvenue sur la chaîne qui explore les événements les plus terrifiants. Je suis Pierre, et aujourd'hui ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va complètement changer votre vision des farces innocentes. 5 histoires vraies, 5 tragédies qui ont commencé par un simple rire. Restez jusqu'à la fin, car la dernière histoire va vous laisser sans voix. Les farces sont souvent considérées comme un amusement inoffensif. Mais il arrive que ces prétendues blagues prennent une tournure mortelle. Ce qui commence par rire peut rapidement dégénérer en chaos. Ses conséquences deviennent alors impensables. Nous allons examiner 5 cas réels où des farces se sont terminées en tragédie. Ce sont des histoires de personnes qui ont perdu la vie à cause de cascades qui sont allés beaucoup trop loin. C'était le 4 décembre 2012 à Londres, en Angleterre. L'hôpital King Edward, 7 à Westminster, accueillait l'infirmière Jacinta Saldana, 46 ans. Elle commençait son service tôt le matin. Elle logeait dans les quartiers des infirmières, tandis que son mari et ses 2 enfants étaient restés à Bristol. Son parcours l'avait menée loin. Elle avait grandi à Sherva en Inde, travaillé pendant des années à Omen. Puis elle avait déménagé au Royaume-Uni avec son mari pour une vie meilleure. Elle était connue comme une mère aimante, une épouse attentionnée et une infirmière respectée. Sa famille avait de ses nouvelles quotidiennement. Elle ne manquait jamais ses appels du soir à la maison. Mais ce mardi matin-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. À 5h30, l'hôpital a reçu un appel. Au bout du fil se trouvèrent les animateurs de radio australiens Mel Gregg et Mike Christian. Leur plan était de faire une blague téléphonique à l'hôpital. Ils voulaient obtenir des détails médicaux sur la duchesse de Cambridge, Catherine, qui avait été admise pour des nausées matinales sévères. Si vous ne voulez manquer aucune de nos histoires flippantes, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification, car chaque semaine, nous plongeons dans les témoignages les plus troublants qui soient. Greg a prétendu être la reine Elisabeth et Christian se faisait passer pour le prince Charles. Leurs accents étaient exagérés et peu convaincants, mais Jacinta a cru à la sincérité de l'appel. Sans poser de questions, elle a transféré l'appel à l'infirmière s'occupant de la duchesse. Cette infirmière a donné, sans le savoir, des détails sur l'état de la duchesse. L'appel a été enregistré, examiné, approuvé par des avocats. Il a été diffusé le lendemain comme un sketch comique. Mais pour Jacinta, ce n'était pas drôle. Sa collègue Arizeli Arcila a raconté plus tard que Jacinta était profondément bouleversée. Jacinta n'arrêtait pas de se blâmer, insistant que c'était sa faute d'avoir transféré l'appel. Dans un courriel à la 2e infirmière, elle a admis que tout était de sa faute. Elle se sentait très mal à ce sujet. Elle était extrêmement contrariée. Elle ne savait pas quoi faire. L'hôpital a déclaré publiquement qu'elle n'était pas blâmée. Mais Jacinta était restée ébranlée. Pour aggraver les choses, dans l'heure qui a suivi la farce, l'un des DJ l'aurait rappelé. Il lui a dit cette fois que ce n'était qu'une blague et que cela serait diffusé. Pour quelqu'un sans aucune expérience des médias, cela n'a fait qu'accroître sa détresse. Jacinta est rapidement devenue repliée sur elle-même. Elle a cessé d'appeler sa famille le soir. Son mari, Bénédicte Barbosa, s'est inquiété lorsqu'elle n'a pas répondu. Le 7 décembre à 9h30 du matin, le personnel a vérifié sa chambre. Il l'a trouvée inconsciente. Les enquêteurs ont confirmé plus tard qu'elle était décédée. Ils ont noté des signes de difficultés émotionnelles antérieures. Elle a laissé 3 notes manuscrites.
L'une blâmait les animateurs de radio. Une autre donnait des instructions pour ses funérailles. La troisième critiquait la gestion de l'incident par l'hôpital. Des rapports ultérieurs ont révélé qu'elle avait déjà reçu des médicaments pour sa santé émotionnelle. Elle avait fait face à des problèmes personnels par le passé. Son décès a attiré l'attention mondiale. En Inde, des manifestations ont éclaté avec des banderoles réclamant justice pour Jacinta. Sa famille à Mangalore était dévastée. Sa sœur a rejeté les rumeurs de problèmes conjugaux. Elle affirmait que Jacinta et son mari se parlaient quotidiennement et avaient un lien fort. Elle avait même élevé la fille de sa sœur cadette comme la sienne. Sa mère, qui souffrait d'un problème cardiaque, a fondu en larmes. Elle a finalement appris la vérité. Le 17 décembre, ses funérailles ont eu lieu dans sa ville natale de Sherva. Plus de 1000 personnes étaient présentes. L'hôpital a insisté sur le fait que Jacinta n'avait pas été blâmée. Sa famille lui a remis en question la manière dont elle avait été traitée par la suite. Ils ont pressé l'hôpital de leur fournir des réponses. Ils ont eu le sentiment de ne jamais les recevoir. La station de radio a été confrontée à un tollé. Des annonceurs se sont retirés. L'émission a été annulée. La station a fait don de 500 000 $ australiens à un fonds commémoratif pour sa famille. Belgreg a déclaré plus tard qu'elle avait suggéré de modifier l'appel, mais qu'elle avait été ignorée. Elle a ensuite poursuivi la station et a conclu un accord. Christian est retourné à la radio et a même été récompensé par son réseau. La police de Londres et les procureurs ont écarté toute accusation. Ils affirmaient que l'appel était mal avisé, mais non malveillant. Cependant, l'autorité australienne des médias a estimé que la station avait enfreint les règles. Elle avait traité Jacinta de manière injuste. Dans l'une de ses notes, Jacinta avait demandé à être enterrée dans son village natal en Inde. Ce souhait a été exaucé. Son mari l'a décrite comme courageuse, aimante et dévouée à sa famille. Ce qui avait commencé comme une farce téléphonique s'est terminé par une tragédie. Jacinta Saldana était une personne réelle, une mère, une épouse et une infirmière. Elle a soit été prise dans une situation qu'elle n'avait jamais sollicitée. C'était dans la nuit du 29 novembre 2019 dans un petit village en Hongrie. Zsolt Galambos, 43 ans, un employé des services publics, passait la soirée au pub local. Il était aimé de tous, réputé pour son honnêteté et sa gentillesse. Ce n'était pas quelqu'un qui buvait beaucoup ou causait des problèmes. Cette nuit-là, Zsolt s'est assis à une table sur la terrasse du pub. Il a fini par s'assoupir. Il faisait froid dehors, mais pour ceux qui l'entouraient, il avait l'air de simplement se reposer. Ce qui s'est passé ensuite s'est transformé en l'une des tragédies les plus insensées que le village ait jamais connues. Zsolt avait 4 enfants, même s'il n'avait pas pu les élever seul ces dernières années. Leur marraine, Ramona Thor, 27 ans, avait pris le relais pour s'occuper d'eux. Zsolt s'efforçait tout de même de rester impliqué dans leur vie. Ce vendredi soir-là, il a dit à son père, Imre Galambos, 68 ans, qu'il allait juste au magasin. Ce serait la dernière fois qu'ils se parleraient. Alors que Zsolt dormait à la table, 3 autres clients du pub ont remarqué. Au lieu de le laisser tranquille ou de l'aider, ils ont décidé de se moquer de lui. Ils lui ont attaché une chaise dans le dos. Ils ont utilisé du ruban électrique pour lui lier les mains et les pieds. Ils riaient en le faisant. Le barman ne les a pas arrêtés. Au lieu de cela, il a filmé la scène et l'a partagée avec des amis. Bientôt, une grande partie du village avait vu la vidéo. Ils riaient aux dépens de Zsolt. Pour la plupart, cela ressemblait à une farce inoffensive. Un client leur a dit de détacher Zsolt. Le barman a répondu qu'il le ferait, mais personne ne l'a fait.
Le pub a fini par fermer, laissant Zolt dehors ligoté dans le froid glacial. Selon la chronologie, Zolt s'était endormi vers 19 heures, au moment où il avait été découvert le lendemain matin. Près de 10 heures s'étaient écoulées. Il était éveillé pendant une grande partie de ce temps, incapable de bouger. Il perdait lentement sa chaleur corporelle. Peiné, à un moment donné, il est tombé de la table sur le sol. Il a essayé de bouger, mais le ruban adhésif et la chaise l'ont piégé. Vers 4 heures du matin, un chauffeur de bus l'a trouvé allongé là. Il a appelé les services d'urgence. Mais il était trop tard. La température corporelle de Zolt avait chuté trop bas. Il était entré en hypothermie sévère et n'a pas pu être sauvé. La nouvelle de sa mort a choqué la communauté. Ramona, qui élevait ses enfants, a dû faire face à la tâche douloureuse. Elle devait leur annoncer que leur père était parti. Elle a juré qu'elle ne pardonnerait jamais à ceux qui l'avaient laissé dans un tel état. Imre, son père, avait du mal à accepter la réalité. Il ne pouvait se résoudre à croire qu'il ne reverrait jamais son fils. Personne ne s'était excusé. Il a seulement exprimé l'espoir que les responsables ressentent un jour ce que son fils avait enduré. Lorsque les journalistes ont visité le pub, le propriétaire a refusé de commenter. Il n'a donné aucune explication quant à la raison pour laquelle son employé avait filmé l'incident. La police a ensuite confirmé que 3 hommes avaient été interrogés. Ils ont été inculpés d'homicide involontaire ou homicide par négligence. Cela signifie avoir causé la mort de quelqu'un par des actions imprudentes. Ils ont été libérés sous caution pendant que l'enquête se poursuivait. La mère d'un suspect a défendu son fils. Elle insistait sur le fait qu'il n'avait pas participé. En larmes, elle a expliqué qu'elle avait déjà enterré son mari. Elle vivait désormais dans la honte. La cause du décès était l'hypothermie. Dans des conditions glaciales, le corps perd de la chaleur plus rapidement qu'il ne peut en produire. En dessous de 35 degrés Celsius, le corps commence à s'arrêter. Pendant près de 10 heures, la température corporelle de Zolt a chuté. Il ne pouvait plus lutter. Et tout cela a commencé parce que des gens ont trouvé drôle de l'attacher et de le filmer. En fin de compte, un père de 4 enfants a été laissé mourir dehors. D'autres riaient de sa souffrance. La vie d'un homme s'est achevée, non par la maladie ou la violence, mais par la cruauté et la négligence. Zolt n'est jamais rentré chez lui. C'était le 28 octobre 2021 à Romford, dans l'est de Londres. Josephine Smith, une femme de 88 ans, se trouvait chez elle, sur Queen Park Road. Elle vivait seule, était aimée de sa famille. Elle était connue pour sa gentillesse et sa bienveillance. Cette nuit-là, elle dormait très probablement à l'étage. Elle ignorait que 2 adolescents s'apprêtaient à prendre une décision insouciante. Cette décision allait lui coûter la vie. Plus tôt dans la soirée, Kai Cooper, 18 ans, et son ami de 15 ans marchaient dans Romford. Tous deux avaient déjà eu des ennuis. Cooper avait des antécédents judiciaires. Le garçon plus jeune avait été impliqué dans des incidents perturbateurs depuis l'âge de 14 ans. Ils avaient un plan. Cooper est entré dans un magasin de feux d'artifice. Il a demandé au vendeur, Mark Vardy, 59 ans, des feux d'artifice qui allaient loin et vite. Vardy leur a vendu 10 feux d'artifice Mega Burst pour 8 livres 99. À l'extérieur, Cooper a dit à sa petite amie, assez fort pour que d'autres entendent. Des gens allaient être terrorisés cette nuit-là. Quelques instants plus tard, ils se sont rendus dans un magasin voisin pour acheter des briquets. Dans les rues de Romford, ils ont commencé à tirer des feux d'artifice sur des voitures, des restaurants, des pubs et même près de piétons. Les caméras de vidéosurveillance
on montrait des passants se baissant pour se couvrir. Des explosions résonnaient. Cooper encourageait le garçon, plus jeune, lui tendant des feux d'artifice. Il l'incitait à continuer. Ce genre de comportement était déjà apparu la veille. Le même duo avait confronté une jeune femme dans le centre-ville d'Ilford. Des séquences retrouvées sur le téléphone de Cooper montraient le jeune de 15 ans agissant agressivement. Cooper l'incitait. Quand elle est tombée, Cooper a encouragé son ami à poursuivre l'attaque. Au moment où ils sont arrivés sur Queen Park Road, ils avaient déjà semé le chaos plus d'une fois. La maison de Josephine Smith a été choisie au hasard. Elle n'avait aucun lien avec eux. Selon la petite amie de Cooper, Cooper a poussé l'idée. Le jeune garçon n'aurait pas agi sans lui. L'adolescent de 15 ans a allumé un méga-burst. Il a traversé la rue et l'a poussé à travers la boîte aux lettres de Joséphine. Cooper se tenait à proximité, regardant. Quelques secondes plus tard, 2 explosions ont retenti. Les flammes se sont propagées et une fumée épaisse a envahi la maison. À l'étage, Joséphine était au lit. Elle n'a probablement jamais eu la chance de réagir. Les pompiers sont intervenus rapidement. Mais à 23h09, elle a été déclarée morte par inhalation de fumée. Les adolescents avaient déjà pris la fuite. Ils n'ont montré aucune culpabilité ni peur. Au tribunal, les procureurs ont déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une farce qui a mal tourné, mais d'actions délibérées, menées en équipe. À Bailey, la cour criminelle centrale, Cooper a été reconnu coupable. Il avait causé la mort illégalement et de comportements imprudents impliquant le feu. Il avait déjà admis une conduite violente antérieure. Il a été condamné à 6 ans et demi de détention, avec 2 années supplémentaires, sous un régime de liberté surveillée prolongée. Le garçon plus jeune, qui avait plaidé coupable plus tôt, a été condamné. 3 ans et 8 mois dans un établissement pour jeunes délinquants. Le juge Marc Denis leur a dit que leur conduite imprudente avait coûté la vie à une femme vulnérable. Pour la famille de Joséphine, la perte a été dévastatrice. Son fils, Alan Smith, a expliqué que perdre sa mère d'une manière aussi terrible avait hanté toute la famille. Il a également critiqué la manière dont les feux d'artifice avaient été vendus ce soir-là. Les caméras de vidéosurveillance ont montré Cooper disant ouvertement ce qu'il prévoyait de faire, devant Vardy, qui a quand même vendu les feux d'artifice à un mineur. Lorsque la police a demandé les enregistrements, Vardy a tardé à les remettre. Son fils en a même modifié des parties. En juin 2024, Vardy a reçu une peine d'1 an de prison avec sursis pour la vente de feux d'artifice à un mineur. Depuis, la famille de Joséphine a réclamé des lois plus strictes sur les feux d'artifice. Elle demande de porter l'âge légal à 21 ans, d'exiger une dépense minimale de 50 livres et d'appliquer des contrôles plus stricts aux vendeurs. L'inspectrice en chef détective Linda Bradley, qui a dirigé l'affaire, a décrit cela comme la mort inutile d'une femme innocente dans sa propre maison. Joséphine Smith n'a jamais rencontré les 2 garçons. Elle ne leur a jamais parlé. Pourtant, leurs choix insouciants ont mis fin à sa vie, à l'endroit même où elle aurait dû être en sécurité. C'était le 17 août 2011 à Circleville, dans l'Ohio, une ville tranquille, située juste au sud-est de Columbus. Cet après-midi-là, Jean Shea, 81 ans, conduisait vers le nord, sur Hoover Hitler Road. Sa sœur de 85 ans, Mary Spangler, était assise à ses côtés. Les 2 femmes faisaient des courses. Rien ne semblait inhabituel. Toutes 2 avaient vécu toute leur vie dans la région. Elles étaient bien connues dans la communauté. Marie avait travaillé pendant 30 ans chez River Brill à Chillicothe. Elle restait active au sein de son église, tandis que Jean était également à la retraite.
Les sœurs passèrent une grande partie de leur temps ensemble. Mais juste avant d'atteindre l'intersection avec la route 56, quelque chose avait changé. Le panneau stop à cet endroit était destiné à avertir les conducteurs comme Jean. Il avait été complètement enveloppé dans une épaisse pellicule plastique. Pire encore, de la vaseline y avait été étalée. Du siège du conducteur, le panneau ne ressemblait à rien d'autre qu'à du métal brillant. À 16h45, Jean a traversé l'intersection sans s'arrêter. Un véhicule circulant sur la route 56 a percuté sa voiture à pleine vitesse. Le choc a été violent. Mary Spengler est morte sur le coup. Jean a été transporté d'urgence au Grand Medical Center à Columbus, dans un état critique. Les médecins se sont préparés à une chirurgie d'urgence. Ils ont dit à sa famille qu'il faudrait peut-être amputer une de ses jambes. Les premiers intervenants sur les lieux ont remarqué que le panneau stop était couvert. Le shérif Dwight Radcliffe a décrit les couches de plastique comme massives et clairement intentionnelles. Les appels ont alors commencé à affluer. Certaines personnes ont signalé avoir vu le panneau stop plus tôt dans la journée. Elles l'avaient trouvé étrange. D'autres ont orienté les adjoints vers des publications Facebook faites par deux adolescents locaux, D.K. Greenlee, 18 ans, et Seth Stonock, 19 ans. Les adolescents venaient d'obtenir leur diplôme du Logan Helm High School. Greenlee était un golfeur étoile et Stonock, joueur de basketball. Aucun des deux n'avait de casier judiciaire. Mais en ligne, ils s'étaient vantés de farce, d'avoir enveloppé des voitures de plastique et plus récemment d'un panneau stop. La publication a disparu peu de temps après l'accident, mais les adjoints ont obtenu des images de surveillance de Walmart. Elles montraient les deux jeunes achetant 5 boîtes de pellicules plastiques. Les enquêteurs ont également trouvé une signature mutilée au moment de l'achat. Stonock a admis qu'il avait enveloppé le panneau stop, tandis que Greenlee était resté dans le camion. Greenlee lui aurait dit que c'était une mauvaise idée. Mais il ne l'a pas arrêté et n'en a jamais parlé à personne par la suite. Les deux adolescents ont été inculpés d'homicide involontaire et de manipulation d'un dispositif de contrôle de la circulation. Plus tard, le juge Gary Dom a rejeté l'accusation d'homicide involontaire contre Greenlee. Il estimait qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves qu'il avait directement causé l'accident. L'accusation contre Stonock a été maintenue. À ce moment-là, l'affaire attirait déjà l'attention dans tout l'Ohio. Mais le 7 septembre, après 3 semaines d'hospitalisation, Jean Shea est décédé des suites de complications. Les médecins se préparaient pour une opération majeure de sa jambe au-dessus du genou. Mais elle ne s'est jamais remise. Sur le lieu de l'accident, la communauté a érigé un mémorial avec des croix en bois et des fleurs. Un message disait « Aux lâches qui ont couvert ce panneau stop, vous avez causé la mort d'une femme âgée. Que Dieu ait pitié de vos âmes. » La colère s'est encore intensifiée lorsqu'il a été révélé qu'une répartitrice avait reçu des appels. La caporale Kimberly Chapman avait reçu 2 appels concernant le panneau stop couvert avant l'accident, mais elle n'avait jamais agi. Elle a ensuite été licenciée pour manquement au devoir. Au tribunal, l'avocat de Greenlee a fait valoir que son client n'avait jamais touché le panneau. Il soutenait que toute tragédie n'était pas nécessairement un crime. Les procureurs n'étaient pas d'accord. Ils soulignaient les publications en ligne des adolescents et leur tentative de les supprimer par la suite. Les 2 adolescents ont été libérés après avoir versé des cautions de 2 500 $. Leur cas devait être présenté devant un grand jury. Le shérif Radcliffe a déclaré plus tard qu'il ne faisait aucun doute. Le panneau stop couvert avait conduit à l'accident. Il a souligné que la famille était dévastée.
Ce n'était pas la première prétendue farce dans l'Ohio avec des conséquences mortelles. En 2005, 5 adolescents avaient placé un rondin de cerf sur une route. Il avait provoqué un accident qui avait blessé 2 autres personnes. 4 avaient purgé 60 jours en centre de détention et un autre 90 jours. Mais Circleville était différent. 2 femmes qui avaient mené des vies tranquilles étaient parties. 2 adolescents faisaient face aux conséquences d'un acte irréfléchi. Une employée du shérif a perdu son emploi. Ce qui a commencé comme une farce s'est terminé par la mort, le chagrin et des questions sans réponse. Un choix insouciant. Envelopper un panneau stop a détruit des vies. C'était le soir du 30 août 2025 à East Houston, au Texas. Julian Guzman, 11 ans, assistait à une fête d'anniversaire en famille, avec son cousin de 10 ans. Les 2 étaient comme des frères. Lorsque la fête a commencé à se terminer, ils ont décidé de sortir jouer. Ils ne cherchaient pas les ennuis, ils voulaient juste s'amuser. Les garçons ont choisi un jeu qui existe depuis des années. Ding-dong, sonner et s'enfuir. Sonner à une porte et courir avant que la personne à l'intérieur ne puisse répondre. Il était tard, environ 23 heures, mais ils étaient encore pleins d'énergie. Ils couraient de maison en maison dans les rues sombres. Personne n'a crié et personne ne les a poursuivis. À leurs yeux, ce n'était qu'une plaisanterie. Ils ont ensuite atteint une maison bleue à 2 étages sur Mimbro Street. Elle semblait calme avec un large porche et des fenêtres éloignées de la porte d'entrée. Cela semblait l'endroit idéal. Julian s'est approché et a sonné à la cloche. Les garçons sont partis, en courant, parcourant environ 6 mètres avant que les choses ne changent. Un homme est sorti, vêtu de noir et tenant une arme à feu. Il s'appelait Gonzalo Leon Jr., un vétéran de l'armée de 42 ans. Il était à l'intérieur cette nuit-là, avec sa femme et sa fille de 2 ans. Selon les procureurs, Léon n'a pas simplement vérifié la porte. Il a marché jusqu'à l'extrémité de sa propriété. Il s'est arrêté près d'un panneau de signalisation et a ouvert le feu. Le premier coup a touché le sol. Le deuxième a atteint Julian dans le dos, alors qu'il courait. Son cousin a tout vu. Julian s'est effondré, criant à l'aide. Il croyait que Julian ne pouvait plus bouger. Son cousin a essayé de le traîner hors de la rue en panique. Le garçon ne savait pas quoi faire d'autre. Plus tard, les enquêteurs ont confirmé que Julian n'avait aucune arme. Il n'avait rien volé et était juste en train de jouer. Son téléphone, qui enregistrait toujours, a capturé la farce. Les détonations bruyantes et ses derniers souffles, ces images sont devenues l'élément central de l'affaire. Les équipes d'urgence sont arrivées rapidement. Elles l'ont transporté à l'hôpital. Malgré les efforts pour le sauver, Julian est décédé le lendemain. Au début, Léon a été interrogé mais pas arrêté. Le 2 septembre, les procureurs l'ont inculpé. Ils affirmaient qu'il avait agi avec intention. Le même jour, une équipe du SWAT l'a trouvé dans un hôtel de la marque, à environ 32 km de là. Il avait des sacs de vêtements préparés. Les procureurs ont suggéré qu'il se préparait à quitter la ville, bien que son avocat ait affirmé qu'il était parti uniquement parce que des caméras entouraient sa maison. Le tribunal a fixé sa caution à $1 million. À l'intérieur de sa maison, la police a trouvé environ 20 armes, y compris des fusils et des pistolets. Les dossiers ont montré que Léon avait servi en Afghanistan en 2014. Plus tard, dans la Garde nationale du Texas, jusqu'en 2021. Son avocat l'a décrit comme un vétéran handicapé. Mais les procureurs ont rejeté les allégations de légitime défense. Le procureur de district Chontig a déclaré qu'il n'y avait aucune menace. Il a expliqué que Julian s'enfuyait dans une rue publique.
La police n'avait pas de séquence de surveillance, mais elle disposait de témoignages oculaires, de l'enregistrement audio et du rapport médical. Malheureusement, ce n'était pas la première farce qui se terminait par un décès. En 2023, un homme en Californie a été reconnu coupable, après avoir poursuivi et percuté 3 adolescents avec sa voiture. Plus tôt, en 2025, un homme en Virginie a tiré sur un adolescent qui filmait une vidéo de ding-dong pour TikTok. Ce que beaucoup considèrent comme des farces inoffensives est devenu populaire en ligne, mais a également conduit à la tragédie. À Houston, la famille de Julian a été laissée avec une perte insupportable. Sa nécrologie le décrivait comme joyeux et gentil, avec un amour pour le sport, les jeux vidéo et la cuisine. Sa mère, Jeannette Rodriguez, a exprimé son chagrin. Elle disait qu'il n'était qu'un enfant, qui n'avait fait de mal à personne. Emporté beaucoup trop jeune avec toute une vie devant lui, une veillée a eu lieu le 5 septembre, les funérailles ont suivi le lendemain. Julian a laissé derrière lui ses parents, ses 2 frères et de nombreux amis, qui pleurent maintenant son absence. L'affaire contre Léon se poursuit. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 99 ans de prison. Les procureurs envisagent des peines plus sévères. Pour l'instant, la communauté reste avec une vérité douloureuse. Un garçon de 11 ans a perdu la vie pour une simple farce. Ces 5 histoires nous montrent à quel point une simple farce peut basculer dans l'horreur. Des vies innocentes ont été perdues à cause de décisions irréfléchies. Ce qui commence par un rire peut se terminer par des larmes et du sang. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que ces personnes méritent le pardon ou que leurs actes sont impardonnables? Merci d'avoir regardé Flippante Histoire et à bientôt pour de nouveaux témoignages qui vous feront frissonner.